Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et vous écoutez le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création et à la reprise d'entreprises. C'est la dernière émission de l'année 2022, à la veille de Noël et de la fin d'année, c'est-à-dire cette courte période pendant laquelle on entend toutes les niaiseries traditionnelles. Je vous en donne quelques-unes. Noyeux Joël, ou encore, on en parle l'an prochain. Voilà, c'est pas le moment le plus intelligent de l'année, on est bien d'accord, mais c'est quand même mignon, toutes ces décorations et ces petites lumières. On vous souhaite donc de belles retrouvailles en famille et surtout, on vous souhaite de trouver la patience et la tolérance en vous chaque fois que tonton Roger ou tata Martine vous diront « Et toi alors, t'en es où dans ta vie ? Et t'es toujours pas en couple ? Et ton entreprise, ça marche ou ça marche pas ?» Ça vous parle ? Respirez profondément. Dites-vous qu'en fait, tonton Roger et tata Martine ne veulent que votre bien, même s'ils sont un peu lourds et maladroits. En tous les cas, vous pourrez reprendre la main sur la discussion et changer de sujet facilement, car grâce à nos invités du jour, vous aurez de quoi alimenter les dîners en famille ou entre amis et montrer que vous connaissez plein de choses et que vous êtes hyper cultivés. On commence tout de suite avec Julie Grodaillon et sa marque Jailan Création. Bonjour Julie. Bonjour Karim. C'est quoi Jailan Création ? On veut tout savoir. Waouh. Vous allez tout savoir. Donc Jailan Création, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 3 ans. Donc c'est de la couture principalement zéro déchet et upcycling. Donc zéro déchet, c'est je crée des articles textiles qui vont remplacer le jetable. D'accord. Donc d'articles textiles donc lavables forcément. Et après l'upcycling, c'est que je vais prendre des tissus qui ont déjà vécu et je vais les transformer soit en sac, soit en pochette, en plein de choses possibles. Alors ça déjà, je fais un petit break tout de suite. C'est génial et je le dis aussi pour les invités suivants. On a tous notre petit jargon dans nos métiers, donc ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a des mots un peu trop jargonneux, on les explique, comme ça parle vraiment à tout le monde. Donc bravo Julie pour ce réflexe incroyable. C'est vous Julie. Par rapport au zéro déchet, c'est ça ou Non, par rapport à l'explication. À l'explication, d'accord, pardon. Alors du coup, zéro déchet. Zéro déchet. Donc l'idée c'est de plus remplir nos poubelles. Parce qu'on a des montagnes de poubelles, plein de choses qui ne se recyclent pas, et ça, pour moi, c'est juste pas possible. Et du coup, comment ça vient d'où ? À quel moment on s'est dit, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie qu'on arrête de jeter des trucs, j'ai envie qu'on réutilise les matières. Ça m'est pas venu d'un coup, c'est une éducation que j'ai depuis toujours. Voilà, donc c'est, on va pas utiliser de sopalin, on va prendre un torchon. D'accord. Voilà, c'est quelque chose. Les serviettes en tissu, tout ça. Voilà, serviettes de table en tissu, etc. Les mouchoirs aussi. Mouchoirs en tissu, oui. Alors moi j'ai un peu de mal avec cette idée-là. Sincèrement, quand on a un mouchoir en tissu, on est en plein hiver, on est en février à Courchevel ou n'importe où ailleurs et on a un gros éternuement qu'on a réussi par réflexe à capter avec notre beau mouchoir en tissu. Et là, qu'est-ce qui se passe après ? On le met dans sa poche. Et on passera ça tranquillement à la machine avec plein d'autres mouchoirs en tissu, plein de morves aussi. Moi, je trouve ça charmant quand même. Il y a un certain romantisme là-dedans. Si vous le dites. Enfin, pour revenir à Jailan. Oui. D'abord, ça vient d'où Jailan ? Le nom, c'est quoi ? Alors, Jailan, c'est la contraction de mon prénom et du prénom de mes enfants. Donc moi c'est Julie, le J et le L, mon fils Hayden, donc le AI, et ma fille qui s'appelle Soleil Anne, donc j'ai pris la fin, donc ça fait Jailan. D'accord. Voilà. Et vous êtes créé depuis quand ? Depuis 3 ans. 3 ans, c'est une micro ? C'est une micro-entreprise, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui, avant ces 3 ans, du coup, vous faisiez quoi ? C'est quoi qui vous a... Professionnellement, il y avait un lien ou pas du tout ? Pas du tout. De base, j'ai une formation de chimiste. Voilà, donc avec un diplôme obtenu en 2002. En 2004, pardon. Et donc j'ai travaillé, j'ai eu une vie salariale pendant 10 ans dans différents laboratoires. Et j'ai toujours travaillé dans la recherche et développement, donc toujours à bidouiller. J'ai toujours aimé faire ça depuis toute petite, donc c'est
C'est un métier qui me correspondait assez bien. Et après la naissance de ma fille, donc en 2014, là, licenciement par rupture conventionnelle. D'accord. Enfin voilà, rupture conventionnelle à l'initiative de l'employeur. Et très peu de temps après, j'ai découvert que j'avais une maladie inflammatoire qui est incurable. Du coup, j'ai changé de mode de vie. J'ai essayé d'avoir un mode de vie plus sain, plus équilibré, que ce soit sur la nourriture ou sur plein d'autres choses. Et ce qui m'a ramené aussi à mon enfance où je vivais à la campagne et j'avais on fait avec ce qu'on a apporté. Ouais. Voilà. Et l'idée de la couture, en fait, c'est grâce à mon fils qui me trouvait ses pantalons à la maternelle à se traîner tout le temps par terre. Donc un jour, j'ai dit à ma maman, mène-moi ta machine à coudre, je vais faire des patchs au genou d'Aiden pour éviter de racheter des pantalons toutes les semaines. Alors. Non, pas du tout. Non, même pas, c'est arrivé comme ça. J'ai dit à ma maman, tu me montres comment ça marche et hop, je fais ça. D'accord. Et voilà. Et de là, c'est né une grande passion avec le fil et moi. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des doudous. Au départ, c'était vraiment pour mes enfants, pour moi. Et une amie m'a lancé sur l'idée du zéro déchet. Elle me dit, mais toi qui es à fond dans l'écologie, tu devrais faire ça. Donc j'ai étudié la question et je suis partie de là. Donc dès 2016-2017, j'ai commencé à coudre et je me suis jamais arrêtée. Alors du coup, quand on a votre activité, comment on vend ? Le business model, on le comprend, il faut fabriquer et il faut vendre. Mais du coup, ça se passe où ? Alors, ça se passe en partie sur mon site internet, qui est un site de e-commerce. Qui s'appelle jailancreation.fr. N'oubliez pas, c'est comme Carglass, on va refaire les pubs. N'oubliez pas le .fr, sinon vous n'atterrissez pas sur le bon site. Oui, en général, notre ami moteur de recherche me retrouve très facilement. Il est gentil. Il est très gentil. C'est Google. On peut dire des marques. On a le droit de dire des marques. Donc notre ami Google me retrouvera très facilement en tapant Jailan Création. D'accord. Voilà. Et donc il y a ce canal de vente là. Un autre canal de vente qui est mon canal de vente, on va dire principal, surtout sur cette période de Noël, c'est les marchés. Les marchés de créateurs, les marchés de Noël. Et un dernier canal, c'est les dépôts-ventes dans les magasins type bio ou vrac. D'accord. Alors du coup, les marchés, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé dans cette émission depuis qu'elle existe, parce qu'on était très basé sur soit des parcours, vraiment le parcours de la personne qui est entrepreneur, ou sur les entreprises, les organismes qui vont accompagner la personne à créer ou à reprendre. Mais c'est vrai que cet aspect-là, on l'a pas encore abordé. Et du coup, comment ça se passe ? Il faut du réseau déjà pour être sur un marché ou n'importe qui peut y aller ? Alors, il faut connaître, ou se faire connaître auprès des organisateurs de marché. D'accord. Voilà. Moi, ça m'a pris à peu près 2 ans avant d'avoir ma liste. Voilà, qui personnellement, je la partage. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas partager leur marché, mais moi, je préfère partager parce que ça fait partie de mes valeurs aussi, le partage. Parce que vous êtes sympa. Très. Et du coup, faut connaître ou se faire connaître. Donc, par exemple, le marché du Grand Port qui est tous les étés, où j'ai été sur place, j'ai dit c'est qui s'occupe et voilà. Et il faut y aller. C'est celui qui se fait, sur toute la longueur de l'esplanade, c'est ça ? Non, pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Il y a plusieurs marchés qui se font sur l'esplanade, mais là, je parle vraiment du marché du Grand Port qui se fait au niveau des bateaux. D'accord. Donc vraiment du côté du port. Okay. Ouais, voilà. Vraiment du Grand Port. Donc, il faut se faire connaître. Ensuite, il y a une organisation, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses fournies où on arrive, c'est vide et à nous de meubler le... Deuxième solution, c'est vide, à nous de meubler, surtout quand on est en extérieur, donc barnum, tente, si les gens ne connaissent pas le mot barnum, table, nappe, et puis après tous nos articles, un peu de déco, et voilà. Ok, donc faut déjà transporter tout ça. Oui. Il y a une vraie logistique en fait derrière. Une très grosse logistique, oui.
Et à partir de combien de temps on est prêt en fait? Parce qu'au début on n'est peut-être pas bien rodé au départ, mais à partir de quel moment ça devient un peu une routine et on se dit c'est bon, à l'aise, je sais à quelle heure je dois arriver, combien de temps ça me prend, etc. Alors, plus on enchaîne les marchés, plus on va être rapide. Alors, personnellement, il me faut 1h30 pour m'installer. À partir du moment où j'arrive avec la voiture, que je décharge et que je gare la voiture, il me faut 1h30. D'accord. Voilà. Ça, Du coup, on va sur un marché, on tombe sur votre stand. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh ben, on y trouve tous les articles zéro déchet, que ce soit des lingettes, des essuie-tout, des protections féminines, des charlottes à plat, plein de choses. Des sacs à main. Et des sacs à main, des pochettes. Dernièrement, j'ai fait aussi un tout petit peu de bijoux en dentelle. Grâce à une brodeuse, en fait, c'est de la broderie dentelle. Donc principalement des petites boucles d'oreilles très très fines. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Plein de choses. Faut les voir. Faut venir voir. En fait, c'est tout est unique. Il y a aucun article qui est le même. D'accord. Donc souvent les gens ils se demandent un peu ce que c'est que mon stand, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est plein de couleurs, c'est très vif, et rien n'est identique. Super. Comment donc on peut vous trouver sur des marchés du coin? C'est quoi les prochains? Là, il y en a plus. Il y en a plus, c'est la fin d'année, c'est bon, on a fait le plus gros. Okay, on a fait le plus gros, donc les prochains, éventuellement, ce sera au printemps à partir d'avril-mai. Voilà. Et sinon, le site web, on va rappeler... Le site web, jailancreation.fr, et éventuellement aussi sur les réseaux sociaux, on peut retrouver... Facebook, Insta. Ok, voilà. Super. Il n'y a plus qu'à. On va marquer la première pause, on est 100% Noël aujourd'hui, et je vous retrouve juste après le Francky. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur continue avec Emmanuel Berton. Bonjour. Bonjour Karim. Alors, vous, c'est alors on dit 3 design ou 3D design product? Non, on dit 3 design product. On dit pas 3D? Non, j'ai utilisé le D pour faire Pour le design. Pour les deux. Très bien. Alors du coup, c'est 3 design product. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est que 3 design product? Qu'est-ce qu'on crée chez vous? Eh ben moi, je crée principalement des objets de décoration qui sont fabriqués en impression 3D avec un plastique végétal qui est fait à partir de maïs. Alors ça déjà, c'est un peu foufou. On commence fort. Comment on fait du plastique avec du maïs? Eh ben moi, j'ai pris un fournisseur qui est une usine en Espagne. J'ai pas trouvé plus proche. Magnifique pays. Non, c'est très bien. C'est sûr, il fait bon là-bas. C'est le mien. Et donc c'est eux qui s'occupent de transformer le maïs en plastique, en bobine de fil utilisable pour les imprimantes 3D. C'est un plastique qui est très répandu en impression 3D, qui est utilisé déjà pour beaucoup d'autres choses, mais on connaît pas tellement finalement. Donc moi je m'en sers pour fabriquer principalement des objets de décoration. J'ai fait toute une gamme d'animaux géométriques qui s'accrochent au mur. Donc c'est très aérien, filaire. C'est difficile à expliquer, il faut mieux voir une image, mais... En tout cas, tout est dans le nom, parce que c'est vraiment design, là, pour le coup. Quand on voit les produits, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des formes géométriques, vraiment. Ouais. Et c'est super classe. Vraiment. Merci. Sans problème. Et je me disais, sur l'histoire du maïs, parce que ça aussi, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, on peut quand même faire un peu tout ce qu'on veut, quelque part, avec les matières. Il y a une boîte alors, ils étaient à Chambéry, mais je sais pas où ils sont maintenant, qui fait des vêtements en bois, par exemple, à base de fibres de bois. Et, oui. Et les vêtements sont à 80-90% faits à base de fibres de bois. Donc je rassure tout le monde, c'est du bois autrichien, on ne déforeste pas la France. Mais en tout cas, on peut faire des vêtements en bois, on peut faire des objets décoratifs en maïs, c'est complètement dingue. Voilà, c'est nouveau, entre guillemets, mais les gens ne connaissent pas, mais en fait c'est beaucoup utilisé depuis très longtemps pour plein de choses, mais c'est pas répandu finalement. Donc j'essaye d'avoir cette approche écologique, une éthique entre le local, l'artisanal, l'écologique, qui je pense sont ce que les gens veulent aujourd'hui, finalement. Au lieu de prendre quelque chose qui vient de Chine ou qui traverse la moitié de la planète en bateau. Ouais. Donc là, je pense que je suis dans le thème. Et du coup, il y a une collection? C'est comment ça marche? Il y a des... J'ai fabriqué une collection de têtes d'animaux qui s'accrochent au mur, mais ça se limite pas du tout à ça. Il y a de l'horloge, j'aimerais bien aussi peut-être partir plus tard sur des luminaires. Il
Il y a de la décoration sur mesure. C'est l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut vraiment fabriquer ce qu'on veut finalement en étant local. Et c'est un gros avantage, je pense. Moi, je m'amuse bien à faire ça. Je peux créer un peu tout ce que je veux. S'il manque une pièce qui est cassée, je peux la refabriquer finalement sans utiliser énormément de matériaux ou avoir beaucoup de connaissances. C'est assez facile finalement de produire finalement chez soi. Après, il faut avoir la compétence de faire de la modélisation 3D sur ordinateur. C'est là que j'allais arriver, c'est que pour les personnes qui sont pas encore bien familiarisées avec ça marche comment l'impression 3D ? Alors l'impression 3D, il y a un fil, du coup, moi c'est sous forme de bobine. Il y a différents types d'impression 3D et ça fait fondre ce plastique. J'appelle ça du plastique parce que ça ressemble à du plastique. Oui. Qui fait une couche. Donc c'est des couches très très fines, ça fait quelques dixièmes de millimètre et qui pose couche par couche, strate par strate pour créer l'objet. D'accord. Donc on travaille sur la hauteur en fait. On monte petit à petit. D'ailleurs, il y a même des maisons qui se font comme ça maintenant. Ouais, exact. C'est complètement fou et ça va faire du mal au BTP, je pense, mais tant pis. C'est quoi cette collection ? Qu'est-ce qu'on trouve comme animaux dedans ? Par exemple, si mon animal à moi c'est le zèbre, plus c'est vrai. Est-ce qu'il y a des zèbres ? Alors non, il n'y a pas de zèbre, mais comme tous les objets que je fabrique, ils ont un petit peu une histoire. Donc à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'envoie une image et moi je modélise par-dessus pour correspondre à cette image ou cette photo. Ça peut être un chien. Je reprends à partir d'une photo pour modéliser quelque chose. Et puis on peut faire correspondre des couleurs. C'est vraiment donc sur en fait, mesure. C'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une collection, mais aussi on peut avoir des trucs vraiment uniques. Si on en a envie, c'est faisable. Oui, exactement. Tous les objets commencent par une fabrication unique. Et puis si cet objet plaît, je peux le refabriquer ou faire une gamme par rapport à ça, en fonction de si aussi c'est un marché porteur ou pas. Bon, alors le nom, il est parlant, 3Design Product, on comprend. C'est pas très vendeur, mais tout est dit dedans. En fait, il y a de la 3D pour la modélisation, du design, parce que c'est esthétiquement. Oui. Voilà, c'est esthétique et de la production. Donc, j'ai juste mis en anglais product. Tout est expliqué dans le nom. Exactement. Et vous faites ça depuis quand ? Ça fait 1 an et demi que je me suis mis en auto-entrepreneur, et ça fait 6 mois que je suis vraiment à 100% dessus. Avec les marchés d'artisans en partie. D'accord. Est-ce que, c'est une question pour tout le monde, faites-moi des grands signes, mais est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont été couvés avant de se lancer ? Non ? Non. Donc non. Apparemment non. Du coup, pas de couveuse. Parce qu'on avait une personne la dernière fois sur la dernière émission qui était justement une couveuse. C'est une phrase étrange, mais ça fonctionne. Donc tout le monde s'est lancé directement. Et ça a été quoi le déclic ? Le déclic, ça a été d'acheter une imprimante quand les prix ont baissé, pour moi. Ouais. J'en utilisais déjà une au boulot. Bon, c'était pas du tout le même modèle. Donc j'ai acheté une première imprimante, ce coup-ci, qui venait de Chine, pas cher, pour les particuliers. Et j'ai commencé à fabriquer un support de pommeau de douche parce qu'il était cassé, c'était une vieille pièce qui n'existait plus. Et puis après, petit à petit, les amis, la famille qui demandent des objets, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Donc du coup, marché également pour vous ? Oui, marché aussi. J'ai commencé cet été, donc sur Aix-les-Bains alentour, Chambéry aussi un petit peu. Donc du coup tout l'été, et puis là pour les fêtes de Noël. Est-ce qu'il y a un site web également ? Il y a de la vente en ligne ou c'est uniquement les marchés ? Non, exact. Il y a de la vente en ligne, c'est le principal canal de vente. Sur le site, du coup, 3designproduct.fr ou .com, peu importe. Sur les réseaux sociaux, aussi, quelques boutiques en ligne. Je sais qu'il y a aussi Etsy. Oui, Etsy, qui fonctionne très très bien. Voilà. Donc, j'ai eu récemment une commande qui est partie pour les Pays-Bas. Comme ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Vivant. C'est quoi le quotidien ? Quand on est créateur, artisan, comme ça, on fait un peu ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'il y a quand même une discipline au quotidien ? Il y a un schéma, un agenda ? Alors, pour moi, non. Parce que je suis assez borderline, on va dire. C'est que il y a des fois où ça m'est arrivé de finir à 2h du matin. Et ça m'est arrivé aussi de me réveiller la nuit, pareil, à 2h ou 5h, et puis de plus arriver à dormir et de me dire, j'ai ça à faire. Alors, tout de suite, je prends un bout de papier, j'écris toute ma liste de choses à faire avant qu'elle s'envole. Et puis je me mets au boulot avec mon café, entre guillemets.
Et pour moi, c'est surtout modélisation, lancer sur les imprimantes, et après faire toute la manutention, donc assembler les pièces et faire la finition. D'accord. Donc pas de journée type. Pas pour un moi, peu non. à l'humeur. Aussi, surtout quand la motivation est là, faut y aller. Et même en pleine nuit. Même en pleine nuit. On s'arrête jamais. Alors je vais dire un truc un peu bateau, mais il faut savoir prendre du repos parfois. Il faut savoir couper. Ouais, c'est mais important c'est compliqué, mine de. Ouais. Parce que ça trotte dans la tête, on se dit mais là je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Regarder un film, mais on culpabilise. Donc c'est compliqué, mais il faut se forcer à le faire, et ça permet aussi de ramener un peu de créativité, d'idées. Des fois on trouve des solutions alors qu'on est en train de manger au restaurant ou de se balader en ville, et je pense que l'inspiration vient aussi quand on n'y est pas en fait finalement. Ouais. Et le premier animal que vous avez fait, c'est quoi? Alors c'était une tête d'éléphant. Vous êtes chambérien? Non, j'essaie de trouver le... Je suis non, c'est pas pour les, comme on dit, les 400 culs à Chambéry. Non, c'est une amie qui m'a demandé ça pour sa belle-mère, qui est fan des éléphants. D'accord. Alors, on est parti d'une image sur Google, et puis je l'ai modélisé tel quel, et je lui ai dit, attends un petit peu, j'ai une idée, et je suis arrivé à mettre tout ça en volume, et c'est comme ça qu'est partie cette gamme d'animaux géométriques. Ok, sur la demande d'une amie. C'est ça. Alors juste avant, c'était pour rapiécer le pantalon du petit garçon. Après, c'est une amie qui a demandé. Il y a des démarrages un peu étranges. On va voir avec les suivants ce que ça va donner aussi. C'est quoi ce que vous préférez dans votre activité? Moi, ce que je préfère, c'est la modélisation. Mais avec les marchés d'artisans, le contact humain, il est super important, je trouve. Et voir les gens qui sont heureux et qui ont le sourire de récupérer leur objet, je pense que ça vaut tout finalement. C'est très beau ce que vous dites. Ouais, c'est sincère. Non, c'est vrai, c'est très beau. La relation client, c'est hyper important. Je veux dire, on peut avoir les meilleurs produits du monde. Si derrière ça, on n'est pas content de voir les gens, ou si on a un très mauvais contact, ça va pas aider les affaires pour la suite. Donc c'est quand même vachement bien d'avoir ce penchant-là. Est-ce que vous aimez le moins? C'est quoi? Alors le moins, c'est tout ce qui est manutention. Me réveiller à 5 heures pour faire des animaux. Non, ça va. Quand la motivation est là, c'est pas chiant entre guillemets de se lancer. Moi, c'est plus toute la manutention en fait, parce que quand je fais une tête d'éléphant par exemple, c'est en 3 parties pour gagner du temps d'impression. Donc je mets sur 3 imprimantes. Au lieu de me taper 30 heures d'une imprimante, c'est réparti sur 3, donc en 10 heures, en une nuit, c'est fait. Mais ce qui est le moins intéressant, c'est d'enlever les supports d'impression, de souder les pièces entre elles et de passer un coup de bistouri sur toutes les arêtes. Bon, à ce moment-là, je mets la musique et puis j'écoute les podcasts. Ouais, c'est ça. Alors vous, du coup, c'est que depuis cet été que vous êtes sur les marchés. Ouais. Et un peu la même question que tout à l'heure pour Jaylan Création. Comment vous avez réussi à trouver votre place là-dedans? Est-ce qu'il a fallu aller à la rencontre des organisateurs? Comment ça se passe? Pour moi, pas du tout. En fait, j'étais sur le groupe Entrepreneur avec soi. Et une rencontre qui se fait une fois par mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais Manu, tu fais pas les marchés d'artisans? Et finalement c'est comme ça que ça s'est fait. Cette personne m'a donné plein de dates, plein de rendez-vous, et du coup maintenant on est tout le temps ensemble. Je crois même savoir qui est cette personne. Enfin, je l'imagine. Oui, c'est ça. On peut lui passer un coucou. Ouais, bonjour Isabelle, et merci de m'avoir invité à tous ces marchés. Et puis on se connaît tellement que je l'appelle belle maman en rigolant, et on fait croire qu'on est mère et fils, alors que c'est pas vrai aux autres artisans. C'est assez drôle. Donc Isabelle, c'est les créations des neiges. C'est des objets déco qui sont tout mignons. Et il y a des moutons. Moi j'aime bien les moutons des créations des neiges particulièrement. Comment on prend contact avec vous? Sur les réseaux sociaux, par mail, sur le site. C'est les principales canaux où on me trouve, ou sur les marchés d'artisans bien sûr. D'accord. Et juste parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait quelle taille en fait ces objets? Alors en vrai, je peux faire n'importe quelle taille, mais j'ai décliné en deux tailles, un petit et un grand, pour aussi avoir des prix accessibles à tous. Parce que si c'est pour faire pour une élite, ça m'intéresse pas tellement. Mais j'ai eu une commande sur mesure d'une tête d'éléphant qui fait plus d'1 mètre. Donc je me suis fait un gros plaisir, et ça va bientôt arriver. Wow, faudra nous montrer, envoyer des photos à Radio Grand Lac pour qu'on puisse regarder ça. Et pour vous contacter, donc il y a le site web. Le site web, téléphone, mail. Les réseaux sociaux. Les réseaux. Beaucoup les réseaux, les gens maintenant prennent commande sur les réseaux sociaux. Et c'est assez facile du coup pour moi de renvoyer une vidéo de modélisation où j'explique en même temps
comment est fait, la forme, et expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça. Ok, super, on prend contact et on marque la deuxième pause, toujours dans l'ambiance Noël. Sortez les pulls. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et notre troisième invité n'est autre que Julie Desplats-Flachet, plus connue sous la marque Zenesia Bijoux. Bonjour Julie. Bonjour Karim. Comment ça va ? Très bien, merci. Pas de stress ? Non, aucun. Parfait. Alors, Zenesia Bijoux. Déjà, on se doute un petit peu de ce que c'est. Oui. Qu'est-ce qu'on a exactement sur votre stand ou sur votre site ? Oui. Alors, nous avons des bijoux, voilà, des bijoux qui sont dans des matériaux qui sont variés. C'est de la bijouterie fantasy. Donc, j'ai démarré sur une gamme de bijoux en bois pour l'étendre ensuite sur de la pierre naturelle. On a aussi du verre. On a aussi toute une gamme d'acier inoxydable. Et puis, en fonction des tendances, on a aussi parfois des collections à base d'acrylique ou voilà, je suis très à l'écoute de des tendances, de la mode et donc je vous invite à regarder puisque on a vraiment une belle variété de produits. Le nom Zenesia Bijoux, ça sonne vachement bien. Oui, merci. Alors, c'est un nom qui a été choisi puisqu'au départ, pour les personnes qui me connaissent depuis le début de l'aventure, au départ, je fabriquais surtout des bijoux inspiration mala. Inspiration mala, c'est-à-dire une inspiration un petit peu zen, un petit peu bouddhiste, à base de perles en bois, type sautoir, chapelet ou des bracelets. Donc, le mot zen fait partie du nom de l'entreprise. Et puis, je voulais quelque chose à consonance féminine. Donc, j'ai décidé de terminer le nom de l'entreprise par une consonance en A. Alors, depuis, l'esprit de l'entreprise a un petit peu évolué. Maintenant, j'essaye de proposer des bijoux vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aucun de mes bijoux n'est dédié que aux femmes ou que aux hommes. Vraiment, vous avez une grande liberté de choix. Voilà, mais voici pour l'histoire du nom. Alors du coup, justement, on va rester là-dessus. Sur qu'est-ce qu'on trouve ? On a des bracelets. Alors, ça va être une petite liste. On a bracelets, colliers, on a des bagues, on a des boucles d'oreilles, on a des bracelets de cheville, des bijoux de téléphone, des porte-clés. Et puis, voilà, je fonctionne également sur demande. Oui, c'est déjà bien. Et c'est très varié dans les styles aussi. Oui, très varié dans les styles, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes en place ? Alors, l'entreprise fêtera ses 4 ans dans quelques mois. Ok. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci, un peu en avance. Un petit peu. Voilà, donc 4 ans que je suis immatriculée sous le statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Et c'était quoi ? Vous faisiez quoi avant ça ? Déjà du bijou ou pas du tout ? Absolument pas. Alors, j'ai une formation juridique et commerciale. Alors, j'ai eu l'opportunité de travailler dans la joaillerie pendant mes études, pas du tout sur la même gamme de produits. Et sinon, j'ai une carrière dans la banque. Et comment on passe de la banque à je vais fabriquer des bijoux ? Eh bien, simplement, puisque les sautoirs en bois qui étaient très à la mode il y a une petite dizaine d'années, j'adorais ça. Sauf que je les trouvais toujours un petit peu chers. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, je vais en fabriquer. Donc j'ai commencé à me fabriquer mes sautoirs et ma famille et mes amis en ont voulu. Donc j'ai commencé à proposer un petit peu aux proches et puis par bouche à oreille, ça a fini par arriver auprès de professionnels qui souhaitaient en proposer sous forme de dépôt-vente. Donc là, en revanche, il fallait s'immatriculer et c'est là que l'aventure a réellement démarré. Donc en fait, tout le monde peut remercier ses proches pour les lancements de toutes ces activités. Donc ça fait 4 ans bientôt. Tout à fait. Est-ce que comment on se sent après les 4 ans ? C'est l'évolution. On se dit c'est bon, j'ai envie de faire ça encore jusqu'au bout. Eh bien, on va dire que oui. Là, au bout de 4 ans, maintenant, j'ai un bon business model, des bons contacts. Voilà, je suis sereine aussi dans mon organisation.
Donc oui, pour le moment, oui, je vais continuer. Bien sûr, hein, l'envie est là, les clients sont là, les partenariats. Donc oui. Donc on a de la vente en ligne. Tout à fait. Alors mon canal de vente principal, c'est la vente en ligne. Alors vous pouvez me retrouver grâce à mon site internet zenesia-bijoux.fr. Mais également, j'ai une boutique sur Etsy. C'est là que je trouve ma clientèle plutôt internationale. Et puis, je suis également très présente et très active sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi, c'est un vrai plaisir. Et les marchés aussi. Voilà, tout à fait. Donc, Internet n'est pas mon seul canal de vente. J'essaie de multiplier un petit peu les expériences et vous pouvez également me retrouver sur... là, il y a une belle saison de marché de Noël. J'essaye de m'implanter sur les marchés de créateurs également, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut des connaissances. Donc, j'ai pris l'initiative également depuis quelques années de monter mes propres marchés de créateurs. Et c'est là que j'ai fait les plus belles rencontres, puisque des créatrices sont devenues des copines. Et puis, on a réussi à organiser régulièrement dans des établissements aixois et chambériens. Si vous voulez, je peux vous donner quelques noms. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, je travaille très régulièrement avec le Vestiaire à Challes-les-Eaux, avec le Supernova à Technolac. Et je travaille également très régulièrement avec les Scooby, le restaurant à Saint-Alban-l'Ès. Et puis si vous êtes restaurateur, si vous tenez un bar ou un établissement, je vous invite à me contacter puisque voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors la dernière fois, moi je vous ai vu à les Scooby, que je ne connaissais pas du tout, très bel endroit. Et j'en profite aussi pour saluer Lucie, qui était juste à côté de vous. Que vous connaissez du coup aussi. Bien sûr, tout à fait. Coucou Lucie. Lucie Damiens, c'est Damiens qu'on dit. Hein. Oui. Lucie Damiens, Ludacy Création, si je ne dis pas de bêtises. La routine est en place du coup au bout de 4 ans pour s'installer, ranger, etc. On est au point. Ça a mis du temps là aussi pour apprivoiser le mode stand en fait. Oui, ça a mis un petit peu de temps puisque je vends des objets qui sont petits. Donc du coup, il y a une belle quantité de produits sur le stand et j'avoue qu'au départ, c'était voilà, un petit peu la pression. Mais depuis quelque temps, à force d'en faire, maintenant, je me suis habituée. En termes de temps, pour installer le stand, je suis aussi à peu près 1h30. D'accord. Voilà, et non, maintenant, c'est une mécanique qui est bien rodée. On parle de ça, mais du coup, pour ceux qui aimeraient éventuellement, qui ne savent pas comment, à un moment, c'est à vous de venir avec votre table, etc. Il y a des bons plans sur cette chose-là. Il y a des endroits particuliers où il y a du matériel pour exposants ou non? On se débrouille? Alors moi, je tiens à remercier particulièrement le marché de Noël de la mode Servolex qui nous met à disposition des barnums et de la lumière. Mais en règle générale, il faut quand même prévoir son matériel. Après, c'est une question de négociation avec les établissements. C'est vrai qu'avec mes partenaires réguliers, maintenant, je me fais prêter du matériel, ça roule. Mais je pense c'est une question de préparation. Il faut être prêt, il faut anticiper. Pour si toutefois il y a un imprévu sur place. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Alors, ce que j'aime le plus, moi, c'est les rencontres, les contacts, que ce soit avec d'autres créateurs, que ce soit avec les établissements qui nous accueillent, que ce soit aussi avec les clients. Et j'aime particulièrement mener des projets communs, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais en tant qu'artisan, on travaille seul. Et c'est vrai que c'est un plaisir de mutualiser, de créer des partenariats, voilà, et de monter des teams en fait, des équipes avec qui on travaille régulièrement. Ça, c'est ce que je préfère vraiment. Et qu'est-ce que vous aimez le moins du coup? Alors, ce que j'aime le moins, c'est tout le côté paperasse et administratif que je trouve un peu ennuyeux. Et on est obligé de passer par là. Alors, c'est le meilleur. C'est super de faire des papiers, non? Non, pas du. Enfin voilà. Non, c'est mieux de faire des bijoux. Exactement. La création, c'est beaucoup plus agréable. Alors du coup, ça a déjà été dit, mais on va le rappeler. Comment on prend contact avec vous du coup? Alors, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors, en priorité, via les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Vous trouverez mon mail, mon téléphone. Vraiment, c'est très facile de me contacter. On va redonner l'adresse du site internet. Bien sûr, c'est zenesia-bijoux.fr. Et vous
pouvez aussi prendre contact avec moi lors de mes événements. Vous avez la liste sur le site et les réseaux. Et également dans plusieurs boutiques du bassin chambérien et aixois. On a de la musique annexe. Ah. Elle est trop impatiente de partir, la musique. Donc, il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux. Votre prochaine apparition, ça sera où ? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fixé de date, mais je pense faire un événement au Supernova Technolac courant janvier. Et pour la Saint-Valentin, on va essayer de faire 1 ou 2 opérations également dans des établissements privés. D'accord, super. Eh bien, vous nous tiendrez au courant là aussi. Avec plaisir. Et on aura toutes les infos en vous suivant sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Super, on va marquer la dernière pause musicale. C'est parti. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, suite et fin sur Radio Grand Lac avec Marine Pichon qui va maintenant nous parler de la cuvée des Aulpes. Et non, je ne parle pas de travers, c'est le vrai nom. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, la cuvée des Aulpes. Oui. On va dire que j'ai un bug dans ma bouche. Qu'est-ce que... Expliquez-nous ça. En fait, donc moi j'ai monté ma microbrasserie, donc je crée des bières artisanales sur France 1 à côté de Montmélian, et donc du coup il fallait que je trouve un nom pour ma brasserie, donc la cuvée des Aulpes, la cuvée pour la bière on va dire, et puis les Aulpes c'est les Alpes en patois savoyard tout simplement. Et aussi certains petits villages de montagne ont ce petit mot Aulpe dans leur nom. D'accord. Donc voilà, c'était pour rappeler la Savoie parce que c'est vraiment l'image de ma brasserie. Donc la cuvée des Aulpes, ok, c'est de la bière, c'est de la microbrasserie, donc c'est local. Très local, ouais. Très local. Oui. On en parle. Très local parce que je vends en circuit court au maximum, et également pour mes matières premières, je me fournis en majorité pour mes maltes en malterie artisanale en Haute-Savoie et en Ardèche. Oui, d'accord, donc c'est vraiment très local, effectivement. Oui. Alors il y a plein de gens qui doivent se demander, parce qu'on en boit beaucoup, mais comment on l'a fait la bière ? C'est un long processus. Il faut compter bien un bon mois et demi, voire 2 mois pour être sûr que sa bière est prête. Il y a différentes étapes dans le brassage jusqu'à ce qu'elle finisse dans nos bouteilles et qu'on puisse se la servir autour d'un bon repas en famille pour les fêtes de Noël par exemple. Il va y avoir différentes étapes dans la confection de la bière. Dans le brassage lui-même, il va y avoir différentes étapes avec le malt, les houblons, les levures pour la fermentation. Donc après le brassage, la bière va fermenter 2 semaines en fermenteur. Et ensuite, quand je la mets en bouteille, je fais de la refermentation naturelle en bouteille. Et donc, je sucre ma bière. Je la mets en bouteille et pareil, les bières passent 2 semaines tranquillement dans la cave pour faire le gaz. Donc en fait, les levures vont manger le sucre pour faire les petites bulles dans la bouteille et ça va créer un petit dépôt au fond de la bouteille qui est naturel et gage de qualité, donc c'est normal. Et après ça, étiqueter et la vente. Et il y a la tout un processus, c'est long en fait. Hein. Ouais, c'est super long. Si on va jusqu'à la vente, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, à gérer. Vous êtes toute seule ? Oui. Pour faire tout ça ? Oui. Ok. C'est sportif. Et c'est quoi les vitamines ? Comment on tourne à quoi là ? La bière. C'est une très bonne réponse. Alors la bière, elle a un nom particulier, mais en plus la marque a un nom particulier et chaque bière produite par la cuvée des Aulpes a aussi son petit nom particulier. Oui. On va en citer quelques-uns. Alors ici j'apporte aujourd'hui la bière de Noël qui s'appelle la Chalante, donc c'est du patois savoyard toujours, donc qui veut dire Noël. Après sur ma gamme permanente je vais avoir la Gnagnou, c'est ma bière blonde, donc la Gnagnou c'est quelqu'un d'un peu bête et maladroit. Et en fait sur chaque bouteille, sur l'étiquette il y a un animal et un paysage de la Savoie. Et donc du coup typiquement pour la Gnagnou c'est un chamois qui tombe de son rocher avec les aiguilles d'arbre en fond. Après je vais avoir ma bière blanche qui est la Balouria, qui veut dire la fête. Donc dessus on a des moutons et le lac de Roseland en Beaufortin. L'IPA, je pense que c'est l'étiquette et le nom qui fait le plus rire, c'est la Guape, le pilier de bar. Et en fait dessus on a la marmotte qui boit ses chopes sur son caillou avec le granier en fond. Et puis après j'ai d'autres bières dans ma gamme, je vais pas toutes les citer, je vous invite à aller voir sur mon site internet, il y a tout qui est présenté. Et également pour chaque bière j'ai inventé une petite histoire
pour expliquer justement le nom en patois, pour que ce soit un petit peu rigolo et ludique pour les gens. On trouve ça sur le site ? Sur le site, ouais. Qui s'appelle ? lacuvédesolpes.fr. On n'oublie pas le .fr. Je le redis, c'est comme pour Carglass. Oui. Attention. Alors moi, devant moi, j'ai la Chalande. Oui. Alors déjà, la Chalande, mais il y a un S à la fin. Oui. Bon, ça s'écrit comme ça, tout simplement. D'accord. Est-ce que, donc ça, c'est Noël. Oui. Et est-ce que, je sais pas, est-ce qu'en patois, on dit que là, on va se faire des cadeaux de Chalande ou on peut dire ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et sur la mienne, il y a du coup un bonhomme de neige et un loup. Oui, exactement. Le loup fait le bonhomme de neige, c'est ça ? Ouais, il fait le bonhomme de neige et ils boivent une bière ensemble. Ah oui, ils boivent une bière, effectivement. Et ils ont l'air super heureux. Ouais. Donc ça veut dire quelque chose, ça aussi. Ah bah ça, c'est sûr. Le graphisme, oui, est vraiment top. C'est vous aussi ou ça passe par quelqu'un ? Alors, je passe par une amie qui est designer, qui a un statut. Je suis rassuré, il y a des choses que vous ne faites pas. Oui, qui est auto-entrepreneur. Donc voilà, on s'entraide pour le démarrage de nos activités. Et on va dire que les idées sortent de ma tête, mais qu'elle les matérialise dans l'espace, parce que moi, je sais dessiner comme un enfant de 3 ans. Donc c'était un petit peu compliqué de partir là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir à mes côtés pour faire le design de mes illustrations. Alors ça fait combien de temps déjà ? J'ai soufflé ma première bougie le 18 novembre dernier, là. Joyeux anniversaire. Merci. J'aime bien le dire, même quand c'est jamais la bonne date, mais j'aime bien. C'est gentil. C'est joyeux. Et donc du coup, là, c'était ma deuxième saison de Noël où j'ai pu proposer du coup ma gamme de 6 bières en coffret cadeau sur les marchés de Noël, mais aussi en vente directe depuis mon local de production. Et également, j'ai un réseau de points de vente. J'ai une vingtaine de points de vente qui revendent mes bières en 33 centilitres et 75 centilitres. Ils n'ont pas forcément les coffrets cadeaux, donc... Alors, on peut citer quelques points de vente, peut-être, pour ceux qui voudraient goûter ? Alors, sur Chambéry, je travaille avec la Cave des Halles. Sinon, après, du côté de Francin, je travaille avec le Super U de Francin-Montmélian, qui m'a fait une belle vitrine depuis le début, en fait, de mon activité. Et puis sinon, après, tous mes points de vente sont répertoriés sur mon site internet. J'en ai en Maurienne, j'en ai ici sur le bassin chambérien, et sur Albertville aussi. Voilà. Donc, pas de vente sur le site, à proprement dit, mais par contre, on peut commander et venir chercher. J'ai une e-boutique où les gens peuvent précommander leurs achats, soit payer via PayPal, soit payer le jour du retrait en carte bancaire ou espèces. Mais il faut se déplacer au local. Donc en général, les gens aiment bien, comme ça ils peuvent jeter un œil à mon installation et on peut discuter aussi du processus de fabrication qui est assez complexe. Voilà. C'est quoi votre statut ? Alors je suis en EURL. EURL ? Oui. D'accord, donc entreprise avec décharge et tout ce qui va avec, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est super. Là, la fin de l'année, je fais un petit peu l'autruche, on verra bien quand ça tombera. Votre bilan est en fin d'année calendaire, ouais, c'est oui, ça, d'accord. Fin d'année calendaire. Oui, c'est sûr que ça fait pas mal de choses à gérer en plus de l'activité. Enfin voilà, en plus vu que je produis de l'alcool, il y a tout l'aspect douanier à gérer, administratif, comptabilité et autres. Mais bon, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, quoi. Et alors je reprends un petit peu, est-ce qu'il y a une journée type ? Alors, plus j'avance dans mon activité, plus je vais avoir des semaines un petit peu type, qui sont rythmées en fait par mes jours de production et mes jours d'embouteillage et d'étiquetage. Parce que du coup là j'ai 3 fermenteurs sur lesquels je vais pouvoir tourner ma production et donc pour éviter d'avoir des trous de production, il faut que je me fixe vraiment un calendrier et m'y tenir. Et puis également, vu qu'il y a un délai de 1 mois et demi entre la production et la fin, il faut que j'anticipe aussi tout ce qui va être achat de matières premières, commande d'étiquettes et autres. Donc en fait, je réfléchis toujours à 3 mois, on va dire, pour être sûr. Ça doit être un sacré investissement financier aussi pour lancer tout ça. Ça fait un petit billet, ouais. On va le dire comme ça. J'ai essayé de jouer au loto depuis, mais ça a jamais porté ses fruits. Ça va venir. Je sens que ça va venir. Comment vous faites des marchés aussi ou pas du tout ? Alors des dégustations fais peut-être. Des marchés, c'est assez saisonnier, on va dire. Là pour les fêtes de Noël, j'ai fait pas mal de marchés. Également l'été, je vais faire pas mal de salons de bière. Donc ça va commencer à partir du mois d'avril jusque septembre, octobre, et ensuite c'est les marchés de Noël qui prennent le pas. On va dire que ma période un peu creuse, ça va être de janvier jusqu'à mars. Donc là, ça
Ça va me permettre de souffler et aussi de créer des nouvelles bières. Parce que c'est ce qui fait l'attractivité d'une microbrasserie, c'est la nouveauté et d'aller un petit peu percuter le palais des gens pour qu'ils se souviennent de nos bières. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites, à part boire la bière? Mince. Je l'ai senti venir. Ça va être créer la bière, chercher des nouvelles idées, des nouvelles saveurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et aussi le contact avec les gens sur les salons de la bière, pouvoir faire goûter mes produits, les vendre, parler d'eux tout simplement. Ça, c'est vraiment deux choses que j'aime beaucoup. Est-ce que vous aimez le moins? Dans la production, ça va être d'embouteiller parce qu'en fait, c'est très mécanique, on réfléchit pas vraiment. Puis ça fait beaucoup de manipulation de bouteilles. Et puis après, le côté un petit peu administratif qui est un peu fastidieux des fois. Ouais, encore l'administratif, oui. Le retour. Je vois que ça ne plaît pas beaucoup, l'administratif, surtout du côté de Zenesia Bijoux. Comment c'est, je crois pas qu'on en a parlé, comment vous êtes venu à faire ça en fait, à faire de la bière? On va dire que j'ai toujours aimé la bière depuis un peu trop jeune. Ouais. Alors, normalement, quand on aime la bière, on a envie d'avoir son propre bar. Vous avez dit non, moi je vais faire la bière directement. Ouais, parce que c'est un marché qui est pas réglementé encore actuellement, donc y a pas besoin d'avoir un diplôme de brasseur. Donc j'ai appris toute seule en regardant des vidéos et en testant des choses. J'ai acheté un livre de recettes aussi pour avoir une base de travail. Mais en fait, avant ça, j'ai fait une école de commerce à Toulouse Business School. Et en fait, quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'était après le Covid, c'est-à-dire que c'était assez dévasté et désertique comme environnement. Ouais. Donc je suis partie sur un job, un CDI sur Lyon qui m'a pas plu du tout. Et j'avais toujours un petit peu dans l'idée en école de commerce de créer mon entreprise. Et donc du coup, j'ai réfléchi à mes possibilités et vu que c'est un milieu assez masculin, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de tenter l'expérience. Donc voilà, je suis c'est vrai que du coup, moi si on me dit je vais t'amener quelqu'un qui fabrique de la bière, je m'attends pas à vous voir. Hein. Ouais, on me le dit souvent sur les marchés. C'est vrai que je répète tout le temps. Enfin, je le dis que c'est moi qui produis parce que on a un petit peu le cliché du brasseur qui est grand, barbu et qui écoute du métal ou du rock. Donc voilà, ça change. Et qui tape des murs avec des clés à molette. Enfin, je sais pas, non, ça rentre pas dans le cliché, ça. Moi, je le fais des fois. Ça fait du bien. J'ai une question pour tout le monde, pour le coup. Est-ce que c'est moi ou est-ce que vraiment les marchés, que ce soit, alors moi je vois surtout ceux qui sont dans les rues, pour le coup, mais j'ai l'impression que ça s'est multiplié. C'est depuis le Covid, il y en a quasiment tous les jours. Oui. Dans tous les patelins de Savoie, et certainement que c'est la même chose partout. Mais ça, vous le confirmez, ce truc-là? Oui, il y a une tendance à justement rapprocher le producteur au consommateur final. Enfin, c'est une volonté des consommateurs, mais aussi, je pense, des villes et des organisateurs de créer du lien, parce qu'en fait, le Covid, ça nous a montré que on avait besoin de ce lien social au plus proche, Donc, moi, pour ma part, je pense que ça vient de là. Voilà. Quelqu'un veut intervenir? Non? Il n'y a que moi? Si, je peux intervenir. Oui, j'ai remarqué pareil, surtout cette année, que des marchés n'avaient tout le temps partout. Et du coup, est-ce qu'il y a la clientèle pour autant de marchés en même temps? C'est ça la question. Est-ce que la fréquentation est suffisante pour nourrir tous les marchés? Il faut se créer sa fréquentation. Ouais. Parce qu'il me semble même, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble même que pendant l'été, je suis pas au courant de tous les marchés qui existent, mais je m'étais aperçu un jour qu'il y en avait 2 le même jour. Et qui n'étaient pas non plus très très éloignés. Donc c'est vrai que ça pullule, ça se multiplie. Tant mieux pour les créateurs qui ont du coup plus d'opportunités de montrer ce qu'ils font. Mais encore une fois, est-ce que le public est vraiment au rendez-vous? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire autant? Ou est-ce que ça serait peut-être pas mieux de capitaliser sur des événements plus éparses, mais avec peut-être plus de... on les attend pour le coup. C'est pas la même chose. Pour revenir sur la bière, c'est quoi les saveurs? Parce que j'ai pas...
Alors là, typiquement, la bière de Noël, c'est une base de bière brune avec 3 épices et oranges séchées. Donc en fait, tous les arômes que je mets dans mes bières, c'est des arômes naturels. Il y a aucun additif ou sucre ajouté. Pour ma bière blonde, je vais avoir du gingembre frais. Ma blanche aussi aromatisée au zeste de citron bio et verveine citronnée qui a poussé dans mon jardin. Et après sur l'autre partie de la gamme, donc IPA, on est sur une bière très houblonnée, 100% houblon. Il y a sa cousine, la New England IPA, donc NEIPA, qui elle aussi est très très houblonnée, mais sur un registre beaucoup plus fruité et floral des houblons. Et enfin, ma petite dernière, c'est une ambrée à 6 degrés, que vous aviez pu goûter au Clos de Flory. Bon, d'accord, voilà, ça c'est dit. Voilà, qui est à 6 degrés. Là, on est sur des notes un peu plus caramélisées des maltes. Elle était très bien. Voilà, j'ai vu. Vous aviez aimé. Ok. Alors sinon, la météo aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment, comment ça se passe quand on fait des bières comme vous, pour être du coup se retrouver à la pression dans des établissements? Alors pareil, ça va être le contact, trouver des points d'entrée. Donc il y a le démarchage commercial que j'effectue toute seule, mais il y a aussi le bouche à oreille qui me permet d'avoir des prises de contact spontanées de la part de certains organisateurs. Et donc là, mon objectif pour l'année prochaine, c'est de développer la pression pour les bars, mais aussi pour les particuliers et les pros. Et il y a beaucoup de boulot, Faire j'imagine, des parce que ça change toute la mécanique de production. Là, il faut faire de la mise en fût. Alors, ce qui va changer, c'est la mise en fût. Donc, au lieu de mettre en bouteille, on le met dans un fût. Mais sinon, le reste de la production, c'est identique. Et voilà. Et le fût, c'est vrai que c'est un peu moins chronophage parce que ça évite de manipuler les bouteilles et de les étiqueter. Et puis, faire plus de volume. Et puis, j'aimerais aussi créer des brassins personnalisés pour des événements. J'en ai fait pour ma campagne de financement participatif où j'ai créé des recettes pour les personnes qui ont pris la contrepartie, donc bière sur mesure. Et donc voilà, c'est vraiment mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'aller au contact des gens pour les événements et faire du personnalisé. D'accord, ok. Donc voilà. Prochaine étape, on se retrouve dans les bars. Prochaine étape, c'est ça. Super. On va terminer du coup l'émission, on est arrivé au bout. C'est la fin, donc merci à vous tous d'avoir suivi le Nouvel Entrepreneur, et pas que pour cette émission, mais depuis mai. On avait attaqué un vendredi 13 et on termine l'année sur la 13e émission. Donc il se passe quelque chose, je sais pas dans quel sens on va le prendre celui-là, mais il est là. On sera évidemment de retour après les fêtes avec de nouveaux invités, de nouveaux parcours et de nouveaux conseils aussi pour mener à bien vos projets professionnels. Je remercie mes invités du jour d'avoir participé. Et on se retrouve donc dans pas bien longtemps, et on est gentil avec Tonton Roger et Tata Martine à Noël parce que eux ils nous veulent que du bien. Bisous.